Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine sur les chemins de la science politique. Nous sommes au cœur du quartier latin, à quelques mètres de la Sorbonne, de la bibliothèque Sainte-Geneviève, accueillis dans la librairie des Petits Platons, une librairie philosophique pour les enfants, mais aussi pour les plus anciens, pour les plus adultes. Et nous sommes ici accueillis dans cette librairie pour évoquer la figure de Julien Freund, philosophe français, et je reçois mes trois invités cette semaine, Chantal Delsol, Marcus Kerbert et Michel Maffezoli. Chantal Delsol, vous avez réalisé votre thèse de doctorat avec Julien Freud et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages de philosophie politique, dont le dernier qui est paru au Cerf, Le Crépuscule des idoles. Marcus Kerbert, vous êtes de Berlin, de passage ici en France, et vous travaillez notamment, vous êtes économiste et vous travaillez notamment sur les questions de politique monétaire européenne, et puis vous vous consacrez aussi à la traduction. Vous avez traduit plusieurs ouvrages, notamment de Julien Freud. Je signale celui-ci, L'Europe décadente, une traduction française et allemande de cet ouvrage afin de faire connaître Outre-Rhin. Et Michel Maffezoli, sociologue, vous aussi, vous avez été un étudiant de Julien Freud, et parmi vos ouvrages récents, La nostalgie du sacré, qui est paru aux éditions du Cerf en 2020, et La faillite des élites en 2019. Chantal Delsol, Julien Freud n'est pas le philosophe politique le plus connu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter en quelques mots? Parce que son œuvre est quand même très importante, elle est étudiée, elle influence encore beaucoup de personnes, et il a défini des thèmes qui sont assez essentiels, notamment pour comprendre le système politique actuel. Je pense qu'il faut le replacer dans son époque. C'est pas si ancien, mais au fond, au regard de l'histoire culturelle, c'est très ancien, parce que c'est une époque qui est complètement passée, à tout point de vue, difficile à comprendre par les gens d'aujourd'hui. Il faut le replacer à une époque où pratiquement il était le seul à redonner de la légitimité à l'aristotélisme, à une époque qui, enfin en tout cas je parle de la France, était complètement marxisante. La plupart des intellectuels étaient marxistes, paramarxistes, maoïstes, situationnistes, enfin ou trotskistes ou quelque chose comme ça en tout cas. Et lui, il défendait une forme d'aristotélisme, de réalisme, voire même de thomisme, on pourrait dire. Et il était vraiment très seul dans son genre. Alors il y en avait deux ou trois autres, comme Raymond Aron, qui n'était pas très loin. Mais je pense qu'il faut le replacer là. C'est vraiment un homme qui a redonné de la légitimité à des philosophies qui étaient non seulement passées de mode, mais qui étaient ostracisées, vraiment ostracisées. Ça a été d'ailleurs le problème à la fin de sa vie, on pourra en reparler tout à l'heure. Je crois qu'il faut le replacer dans cette histoire-là. Il est né en 1921, décédé en 1993. Il a eu une action de résistance très forte. Il avait une vingtaine d'années au moment de la Deuxième Guerre mondiale et participait à plusieurs réseaux de résistants. Donc c'est aussi quelqu'un qui a vécu la politique au sens propre et qui a le sens de la guerre et du combat. Vous l'avez dit, il a fait sa thèse de doctorat avec Raymond Aron, et un de ses ouvrages les plus connus, c'est L'essence du politique, qui paraît en 1965. Qu'est-ce que cet ouvrage apporte à la réflexion politique, à la philosophie politique? Ben justement, c'est un ouvrage qui relégitime un certain nombre de notions qui moi, paraissent évidentes et qui avaient été biffées par le marxisme. D'ailleurs, on le voit lorsqu'on voit l'histoire qu'il eut au moment de sa thèse avec Hippolyte, qui ne supportait pas qu'on parle de la relation ami-ennemi et qu'on parle des essences, en fait qu'on fasse de l'anthropologie. L'anthropologie était biffée à l'époque, était complètement interdite, anéantie par le marxisme et par tout le courant de Sartre. Il était impossible de parler d'anthropologie. On pensait que, enfin, en tout cas, les germano-pratins, le courant dominant, pensaient que chaque individu se fabriquait au gré de ses désirs. Il n'y avait plus d'anthropologie, et lui, il restitue une anthropologie. Et c'est ça qui, évidemment, va le rendre complètement insupportable au courant dominant. Marcus Kerbert, c'est également un homme qui a été influencé par Carl Schmitt, qui est
là aussi un auteur allemand extrêmement important. Et controversé. Et controversé, mais... et contesté, et contestable. Est-ce que Carl Schmitt a une influence encore en Allemagne? Est-ce que fait partie des auteurs qui sont lus, étudiés? Bien sûr, Carl Schmitt est une figure intellectuelle incontournable, hein, en droit constitutionnel, en théologie politique, hein, vous le savez. Sa définition est souverain celui qui décide de l'état d'exception est presque classique, vont de pair avec cette notoriété des éléments plus que contestables sur son caractère et sur notamment sa collaboration initiale avec le régime naziste. Mais pour revenir à Julien Freund, Carl Schmitt était très content après la guerre, lorsqu'il était retiré dans une, je dirais, enclave en Westphalie, de trouver l'attention d'un jeune Français, alsacien, juif en plus, lui qui avait beaucoup contesté l'influence juive dans la société allemande. Et l'influence, l'impact de la pensée de Schmitt dans l'œuvre de Freud est palpable. Hein, la distinction entre ami et ennemi parcourt l'œuvre de Freud, et d'ailleurs se trouve également dans ses réflexions sur la décadence, sur les interrogations qu'a fait également Raymond Aron dans son plaidoyer pour l'Europe décadente, à un moment lorsque un certain nombre d'esprits apaisants pensaient pouvoir arranger les choses avec l'Union soviétique et que voilà, donc tôt ou tard, l'hégémonie soviétique se fera en Europe. Le livre de la décadence se place dans ce contexte, est très imprégné par, je dirais presque, l'obsession de Freud de ne pas se rendre, hein, qui partageait avec Raymond Aron, qui, vous le savez, était son conseiller de stage, son conseiller de doctorat. Et je pense qu'il faut replacer son œuvre et cette grande encyclopédie de la décadence, dont j'ai traduit tout simplement le résumé, dans la volonté de Freud de ne pas se rendre. Et ça devient un tout petit peu actuel. Aujourd'hui, il n'y a plus de menace soviétique, mais il y a presque une menace intérieure de nos démocraties libérales qui n'arrivent même pas à traiter une petite pandémie. Et qui se caractérise par une certaine mollesse, un manque de fierté par rapport au régime qui pense et qui considère nos démocraties libérales comme quelque chose de désuet. Alors on va y revenir, notamment d'abord à la question de l'Union européenne et puis du récent discours d'Ursula von der Leyen. Mais j'ajoute peut-être encore une pensée. Julien Freud n'est pas connu en Allemagne, sauf dans certains milieux. Et notre édition essaye de faire découvrir dans une Europe qui se construit intellectuellement, qui ne cesse de se construire, des esprits qui ne sont pas connus dans les autres pays. C'est ça l'Europe. Hein. Et j'espère être fidèle aux ambitions de Julien Freud à cet égard, qui était un homme de l'Alsace, un Mosellan, et qui a, pour le dire vraiment d'une façon respectueuse, connu l'Europe dans toute sa diversité. Michel Maffezoli, vous êtes sociologue, vous avez notamment travaillé sur la notion de tribu et puis la notion de cohésion nationale. Comment est-ce qu'une société peut s'organiser? Est-ce que la démocratie ne fonctionne pas justement selon ce rapport d'amis-ennemis? Et du moins dans le suffrage universel, peut-être pas besoin d'avoir des ennemis déclarés qui permettent de créer une coalition autour de cet ennemi. Est-ce que vous pensez que la démocratie peut être un facteur de paix ou peut contribuer à la paix, ou est-ce que le suffrage universel ne conduit pas à une sorte de tension perpétuelle dans la société? Oui, vous savez, je voudrais dire quelques mots sur Freud, hein, oui. Mais pour répondre précisément à votre question, l'idéal démocratique est en train de cesser d'être actuellement. Hein. Je dirais que cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt montre que la démocratie, l'idéal démocratique s'élabore au XIXe siècle. Quand j'arrive à vous convaincre de la validité de mon système de pensée, représentation philosophique, vous êtes convaincu, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Là, actuellement, quant aux dernières élections en France, il y a 80% d'abstention.
Où est la représentation? Vous voyez, où est donc la démocratie? D'ailleurs, les démocrates qui sont très peu démophiles, c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas au peuple. Voilà, donc j'en sais rien. Moi, ce va devenir la démocratie, c'est un vaste débat. Pour moi, c'est fini. Je dirais que cet idéal démocratique s'achève avec la modernité. Nous rentrons dans une autre phase, moi j'appelle cela avec d'autres la postmodernité, où il y aura une autre manière d'être ensemble. Pas forcément ce que fut l'idéal démocratique. Moi je parle d'un idéal communautaire. Vous avez cité mon livre La faillite des élites. Le sous-titre c'est « Pour un idéal communautaire en gestation », comme l'idéal démocratique a été en gestation. Alors cela dit, pour revenir à Freud, puisque quand même on est là pour parler un peu de Freud, pour moi, c'est une pensée importante. J'ai été son étudiant, puis je lui ai succédé à l'Institut de polémologie en 1978 à Strasbourg. Il a été à mes deux thèses, puisqu'à l'époque on avait deux thèses, Chantal, donc thèse de troisième cycle et thèse d'État. Et je continue à considérer que c'est une œuvre importante. Il était peu connu. C'est vrai que pendant un moment, ça a été une espèce comme ça ouais, une espèce de recul, de refus. Delson l'a bien expliqué, parce qu'il y avait cette espèce de marxisation globale dans l'université, et puis d'une manière générale dans le débat intellectuel. Moi, ce qui m'a frappé dans les 2 dernières années, c'est que d'une part, il est de plus en plus utilisé, par exemple, ce qui était l'ultra-gauche à l'époque, Balibar, pour le citer, c'est intéressant. Et ça m'a frappé dans les 2 dernières années de voir des jeunes gens de 20 ans relire L'essence du politique, qui est un livre un peu indigeste, à bien des égards, eh bien, le relire. Et c'est intéressant de voir qu'à Sciences Po, par exemple, je dis bien dans certains domaines, en tout cas pas en sociaux, ça c'est clair, mais dans certains domaines, c'est une œuvre qui retrouve une force et une vigueur indéniables, très précisément, parce que justement, il montre que ce rapport ami-ennemi est un rapport important. Et quand il s'est... je précise, quand Schmitt le reçoit, Freud n'est pas un juif, c'est un catholique vraiment pur sucre. Donc, et c'est en ce sens qu'il s'entend très bien d'ailleurs à bien des égards avec Carl Schmitt. Mais voilà, il a une manière de poser les problèmes, je dirais, qui actuellement sont d'actualité, sont en phase avec l'esprit du temps. Je vais vous donner ma règle concernant la vie sociale, et je l'ai héritée de Freud. C'est l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. Et lui, il était anomique, hors la loi, au-delà ou en deçà de la loi, et il devient de plus en plus canonique. Et vous verrez qu'il y a une piste qui va, d'un point de vue intellectuel, où on va se référer à Freud très précisément sur l'ami-ennemi, etc. Quand Hippolyte le refuse, vous vous souvenez, Chantal, quand Hippolyte refuse de diriger sa thèse, il lui dit là précisément, ça vous ne comprenez pas parce que c'est l'ennemi qui vous désigne. C'est l'ennemi qui dit que vous êtes son ennemi. Voilà. Et disant cela, c'était une vue géniale. Quand on voit les conflits actuels qui vont se développer, pour moi, l'ère des soulèvements va se développer dans les mois qui viennent, un peu partout. Eh bien, cette ère de soulèvement, elle trouve son expression très précisément dans ce rapport où il va falloir, de coup, c'est plus l'idéal démocratique, où il va falloir se dépatouiller entre amis et ennemis. Et que nos sociétés vont être une confrontation de ces deux. Voilà. Je pense devoir y ajouter que ce scepticisme de Freud vis-à-vis du progressisme reflète bien son actualité. Je donne un exemple. Lorsqu'on écoute le discours de ces élites à Bruxelles, notamment la présidente allemande, dont la seule chose allemande est son passeport, c'est un instrument de la politique française, qui dit « plus d'Europe, plus vite d'Europe ». Ça, c'est le progrès. Et celles et ceux qui disent, écoutez, est-ce que c'est vraiment du progrès? Est-ce qu'on peut dire que les dernières 20 années, Europe a fait du progrès? Ils sont tabouisés. Lorsqu'on problématise la migration, les tendances migratoires en Europe, on est tout de suite traité de xénophobe. C'est-à-dire, Freud a eu le mérite de poser la question de la décadence de l'Occident et de l'Europe, et il a répondu par l'affirmatif, tout en insistant que ce jugement, ce n'est pas un jugement sans appel. Donc on peut faire demi-tour. Oui. Il a donné l'exemple historique également de 40. En 40, lorsque pensait que l'Europe serait allemande, et puis il y avait De Gaulle et Winston Churchill. Ils ont dit non. Chantal Delson l'a souligné tout à l'heure, il était réaliste.
Hein, le réalisme, qu'est-ce que ça veut tout dire, à fait. ça? Le réalisme, c'est le réalisme qui vient d'Aristote et qui vient de saint Thomas d'Aquin. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, c'est-à-dire ce que l'on observe, ce que l'on vit. C'est ça le vrai réalisme. Et Schmitt, Freud était vraiment un réaliste. Et de ce point de vue, il ne posait pas... Et en même temps, il ne faut pas oublier l'influence, ça on ne l'a pas dit, l'influence de Max Weber quand même. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui reposait sur une idée de neutralité axiologique. On dit ce qui est et non pas ce que l'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être, etc. Contre la logique du devoir-être, qui était une logique, Weber a bien montré ce qu'il en était. Freud, non, il avait ce côté, alors c'est peut-être pour ça qu'après qu'il a été combattu, qu'on l'a dit, l'extrême droite rentre à l'université, vous vous en souvenez, tous les articles qui ont eu lieu à ce moment-là, etc. Tout simplement parce qu'il constatait d'une manière réaliste un certain nombre de choses. Et alors, une des choses, et vous avez raison de le souligner, qui est important de dire dans son réalisme, c'est-à-dire une critique du progressisme. Moi, pour tout vous dire, ma thèse d'État s'appelle « La violence totalitaire », c'était en 1979, et c'était sous l'influence de Freud, une critique du mythe du progrès que je faisais, à l'époque, 1979, hein, vous voyez, donc c'est quand même, ça fait un bail, là. Et tout simplement, là, dans la foulée, je dirais, de la pensée de Freud, qui, d'une manière réaliste, retenons ça, hein, réaliste, et à partir d'une neutralité, essayer de décrire ce qui est. On va revenir sur la notion d'Europe décadente, mais je voudrais rester sur ce rapport ami-ennemi, parce que ce qui est un peu surprenant en Europe aujourd'hui, Europe ou Union européenne, c'est que d'un côté, l'Europe ne veut plus ou ne se reconnaît plus d'ennemis à l'extérieur, et donc refuse les conflits, même si on voit avec la Turquie qu'il y a un semblant nouveau de conflit qui réapparaît, et dans le même temps, elle définit des ennemis qui sont conceptuels, pourrait-on dire. Il y a le populisme, il y a le réchauffement climatique, qui deviennent les ennemis de l'Europe. Et ça devient des ennemis un peu désincarnés ou purement conceptuels. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on désigne, en croyant faire de la politique, on ne fait plus de politique en fait, on désigne des ennemis moraux. On fait de la morale en croyant qu'on fait de la politique. C'est ce que fait, pardonnez-moi, c'est ce que fait Merkel. Oui, hein, absolument. Lorsqu'elle reçoit 1 500 000 immigrés dans la même année, elle fait de la morale. Elle fait pas de la politique. Mais le problème, c'est justement ce que disait Freud, c'est ce que ne supportait pas son milieu. Il disait, la politique, c'est pas de faire de la morale, la politique, c'est de défendre les intérêts d'une communauté. Les intérêts. Il ne faut pas avoir honte de défendre les intérêts de l'Allemagne, de la France. Et là, on ne veut pas défendre les intérêts, on veut faire de la morale. Et l'Europe est un des rares endroits d'ailleurs qui ne défend pas réellement, pas du tout ses intérêts. Premièrement, c'est très difficile de défendre les intérêts européens, parce qu'il n'y a pas d'intérêt européen, il n'y a que les intérêts de certains pays, et même au sein de ces pays, il y a des divergences. Les conceptions de politique commerciale de la France et de l'Allemagne endettés sont et seront toujours incompatibles. Voilà, ça c'est un fait. Pourquoi ? Parce que nos économies sont différentes. Alors l'Europe a réussi à intégrer les divers pays pour rendre la guerre impossible, dont les mentalités et à bien organiser les intérêts tels quels. À un prix très important et au prix d'avoir intégré des pays difficilement intégrables. Chypre, Grèce, Malte font partie d'un club avec lequel j'ai aucune identification. Et le sense of belonging n'est pas là. Mais l'Europe, dans sa conception de soft power, c'est-à-dire de faire dissimuler l'animosité, a créé une illusion. C'est bien proche de ce que vous disiez, et Hermann Lübbe, le grand philosophe allemand, l'a dit dans son essai sur le moralisme totalitaire. Et les Verts, les écologistes le pratiquent. On peut faire dissiper, faire disparaître l'animosité si on parle gentiment à l'ennemi. Hein? Alors que Freud disait, l'ennemi en toute autonomie choisit d'être ennemi, pour quelque raison que ce soit. Alors nous n'avons pas compris ça, et le conflit que vit l'Allemagne autour de ce gazoduc, pour lequel travaille un ancien chancelier, un ancien membre, M. Schröder, fondé de pouvoir de M. Poutine, un ancien de la Stasi, directeur général de ce gazoduc. Et l'Allemagne a du mal à voir les ennemis.
Hein, donc le discernement de l'ennemi est une condition préalable pour faire de la politique. Ça, on peut apprendre non seulement chez Carl Schmitt et Raymond Aron, mais également chez Julien Freud. Ça fait partie de ce réalisme, voir le monde tel qu'il est, et pas dire mais écoutez, on est bien gentil. Les Allemands, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la réintégration de l'Allemagne dans une société civilisée, on dit écoutez, on renonce complètement à la guerre, on renonce à l'animosité. Et je pense que c'est dangereux. C'est non seulement illusoire, c'est dangereux. Hein? Cette Europe des cadres. D'ailleurs, non seulement Raymond Aron, mais également Julien Freud ont averti contre cette politique d'abandon. Et le grand compromis de l'Allemagne était à l'époque le courage de Willy Brandt de montrer la souveraineté allemande et de parler indépendamment de la volonté des Américains avec les Russes, en faisant une proposition. Et son maître de pensée, Egon Bahr, a vu Kissinger à l'époque en disant écoutez, je vous informe, je ne vous consulte pas. Hein, c'était un moment important de souveraineté, mais ceci ne présupposait pas qu'on considérait les Russes ou l'Union soviétique comme un pays ami. Vous voyez bien la différence. Cette Europe décadente que nous parle Freud, quelles en sont les causes? Est-ce que c'est la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est le nazisme qui a annihilé cette velléité de désigner un ennemi, ou est-ce qu'il y a des éléments plus profonds? Je pense que ça n'a rien à voir avec le nazisme. Hein. Aujourd'hui, les tendances autodestructives de l'Europe proviennent d'une migration mal maîtrisée, d'une absence totale de politique d'immigration, en France comme en Allemagne. Je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire sur la politique suicidaire de Mme Merkel et l'incapacité de l'Europe de protéger ses frontières extérieures, de s'équiper avec assez de bateaux pour faire en sorte que les soi-disant réfugiés soient retournés. Voilà, parce que autrement, ce sera une immense vague. Et deuxièmement, de faire face au fait que, et ça c'est peut-être la décadence intérieure, que là on a construit à Bruxelles, ou on a laissé à Bruxelles se construire un ensemble bureaucratique qui, sans être gouvernement officiel, pense devoir devenir rapidement gouvernement européen, avec l'appui de M. le Président Macron, avec l'appui de Mme la chancelière Merkel, et qui ne sont pas gênés à gouverner sans rendre compte à personne. Donc, c'est du pouvoir sans aucune légitimité. Ce Parlement européen est une assemblée de claqueurs. D'ailleurs, mon camarade d'école, Jacques Lauvergne, sous le pseudonyme Didier Maudy, a décrit, en tant qu'ancien chargé du ministère des Finances, la sociologie de ce Parlement. C'est une clique à Bruxelles qui définit ce que c'est l'Europe. Hein. C'est ainsi, comme l'a défini très bien le comte Stauffenberg, que l'idée européenne, qui est une très bonne idée, notamment née après la Deuxième Guerre mondiale, a perdu le soutien populaire. Michel Maffezoli, vous parlez de trahison des élites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté dans le sens où les élites politiques qui sont en place ont été élues, alors à défaut peut-être, mais elles ne sont pas arrivées là de manière illégitime, et du moins il y a au moins une partie de la population qui a voté pour elles, soit directement, soit indirectement par l'abstention. Donc est-ce que la population, le peuple, n'a pas aussi une part de responsabilité dans cette trahison? Omnis potestas a populo, hein, c'est saint Thomas d'Aquin. Toute la souveraineté vient du peuple. Quand un peuple ne se reconnaît plus dans une représentation, il s'abstient. Donc c'est un acte politique si on veut. Hein, mais actuellement, un élu en France est élu par 10% de la population, une fois qu'on a fait le partage. 10%, il n'est plus représentatif. Donc du coup, ce peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soulever. Hein, c'est la sécessio plebis d'antique mémoire. Hein, quand le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin. Quand Machiavel, qui inspire quand même Freud, fait la distinction entre la pensée du palais et la pensée de la place publique, c'est une distinction importante.
Freud, comment il a revenait au début de l'essence du politique. D'abord, l'essence, Chantal l'a souligné tout à l'heure, c'est une vieille idée de la philosophie médiévale. Il le dit d'ailleurs, le mot, je l'ai repéré encore hier, c'est l'aceitas, l'acéité. C'est ça qui est pour lui l'essence, c'est-à-dire quand on va revenir à la notion même de quelque chose. Et il a une distinction que je ne trouve pas ici dans la discussion, qui est la distinction essentielle chez Freud, entre la politique et le politique. La politique, c'est, encore une fois, des choses qui peuvent cesser, ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, quand je ne me reconnais plus dans une élite, je m'abstiens. Le politique, ça c'est autre chose. Le politique, c'est ce qui est fondamental dans le zoon politikon, aristotélicien. Donc là, je pense qu'il faut revenir à cette distinction. Ces deux mots sont importants. L'essence, c'est-à-dire, en effet, venir ce qui est essentiel dans le sens du terme, l'acéité, c'est ça le terme de la philosophie médiévale, et puis cette idée que la politique peut cesser. Alors, en effet, on a toute une série d'éléments qui montrent qu'actuellement, la politique, c'est quelque chose vis-à-vis duquel le peuple a un grand mépris. Mais le politique va rester. Alors, quelle forme va prendre le politique? Ça, c'est la question. Ça, pour moi, c'est la question essentielle. Et je considère, de ce point de vue, que l'œuvre de Freud peut nous aider à penser le politique. C'est-à-dire que ce serait amusant de voir comment il réagit, il amène actuellement, dans la situation qui est la nôtre actuellement. Je pense qu'il reviendrait, de ce moment-là, à sa vieille distinction. C'est au début de l'essence du politique. Entre là et le. Et ça, c'est important. Vous comprenez ? Oui. Allez-y, Jonathan. Oui, à propos des essences, justement, je crois que c'est très important. Freud était comme nous tous, je veux dire, comme nous tous ces philosophes à partir de la fin du XXe siècle, en fait un disciple de Husserl. Je veux dire par là que nous avons tous été marqués par la phénoménologie, et je dirais qu'à la limite, nous n'avons pas le choix. Pourquoi ? Parce que le thomisme est derrière nous. Alors, je m'explique. Lorsqu'on veut décrire une essence, un fait anthropologique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse une forme de nature, qui dépasse les espaces, les histoires, qui est vrai partout, nous ne pouvons plus nous référer au dogme chrétien. Dire ceci est comme ça parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous ne pouvons plus dire ça parce que le christianisme n'est plus quelque chose de partagé par tous. Et donc, nous en venons à la phénoménologie, c'est-à-dire que nous disons ceci est naturel parce que ça existe partout et toujours. Et Freud est dans cet état d'esprit-là. Et c'est pourquoi il est très moderne. Et c'est pourquoi on peut regretter qu'il n'ait pas été davantage accepté à son époque. Ce n'était pas encore le moment, et je pense qu'effectivement, maintenant, c'est le moment. Mais il ne dit pas il y a une essence du politique parce que saint Thomas l'a dit, ou parce que le Christ l'a dit dans l'Évangile. Non, il ne dit pas ça, parce qu'il sait très bien que ça ne marche pas. Mais il dit il y a une essence de politique parce que ça marche partout comme ça. Et il donne des exemples. Ami ennemi, c'est partout. Il n'existe pas de peuple qui fasse de la politique avec la morale. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un truc qui ne va pas marcher très longtemps. Ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, il part des faits, il part de la réalité. Au fond, c'est un phénoménologue. Et c'est ça, je pense, qui est très important, de montrer que ce n'est pas un vieux barbon qui va chercher ses exemples il y a 3 siècles, alors que maintenant, c'est plus acceptable. Non, c'est quelqu'un de complètement moderne. Non, quelqu'un de postmoderne. De postmoderne. Non, parce que moderne, justement, vous avez raison, c'est le marxisme, de postmoderne, oui, bien sûr. Postmoderne, c'est-à-dire ce qui va revenir à l'arché, ce qui est fondamental, ce qui est premier. Exactement. Et c'est ça l'essence, fondamentalement. Il est archaïque dans le sens, pas ce qui est dépassé, mais, encore une fois, archaïque, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et c'est là où, vous voyez, moi, il se trouve que mon dernier livre sur la nostalgie du sacré, il est pour un tiers thomiste. Je cite saint Thomas d'Aquin, je reviens à mes amours de jeunesse, puisque mon premier article en 66, c'était justement sur saint Thomas d'Aquin. Et je reviens à cela, et c'est amusant, parce que Internet aidant, actuellement, sur les réseaux sociaux, les groupes de recherche, Chantal, soyez-y attentifs, sur saint Thomas d'Aquin sont énormes. Des jeunes. Qui sont en train de réfléchir sur la ceitas, qui sont en train de réfléchir sur le réalisme, qui sont en train de réfléchir sur des éléments de cet ordre. Internet aidant, c'est ça, le réenchantement du monde grâce à la technique, cette espèce d'archaïsme et de développement technologique. Et Freud, pour revenir à Freud, puisque nous sommes là pour parler de son œuvre, c'est ça, vous m'avez invité pour cela. Bon, donc, et il est justement, moi je dis postmoderne, c'est ridicule, c'est pas la peine d'insister là-dessus, vous voulez ce que je veux dire, c'est-à-dire celui qui ne correspond pas à ce qu'était l'esprit moderne, c'est-à-dire celui où la marque
marxisation de la pensée était dominante. Là, au contraire, son essence, c'est pour ça que je crois qu'il faut faire attention à cette distinction fondamentale. Il avait 6 essences qu'il voulait, il ne les a pas toutes faites. Hein. Vous vous souvenez, politique, économique, art, religion, et puis j'ai oublié le reste, je l'avais noté là quelque part, mais je l'ai oublié la 6e, enfin peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ses essences, il veut justement montrer que la démocratie, c'est variable, ça c'est de la politique, et que le politique, c'est ce qu'il appelle la mésocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la mesure, c'est-à-dire ami, ennemi, comment les gens de positions différentes, ce qui va être le cas, c'est la mosaïque de nos sociétés, vont s'ajuster les unes par rapport aux autres. Mésocratie, et non plus la démocratie, qui elle, la démocratie pour lui est de l'ordre de la politique, la mésocratie, c'est de l'ordre du politique. Je pense, Madame Delsol et mon vénéré collègue ont beaucoup plus de talent à interpréter, à résumer l'œuvre, parce qu'ils avaient le privilège d'être dans un entourage beaucoup plus personnel. Moi, j'ai découvert Freud en tant que lecteur, et j'ai trouvé tout à fait exceptionnel, dans ce sens phénoménologique, qu'il voit les choses telles qu'elles. Déjà dans les années 70, il décrit dans son essai sur la décadence les germes de l'État social comme décadent. Il dit ce qui a été conçu par les Européens pour compenser les aléas de la vie est devenu une source d'enrichissement complètement injustifiée. Alors, inutile de vous dire ce qui est devenu la contribution sociale généralisée inventée par le gouvernement Rocard, je pense, dans les années 80, c'est devenu une masse financière gigantesque. Donc, sur ce plan-là, il est non seulement phénoménologue, il a une certaine prémonition, une certaine prémonition. Donc, d'ailleurs, comme Hayek, qui a critiqué l'État social, l'État de la Providence, comme une forme sublime de socialisme. Et deuxième chose que je trouve tout à fait extraordinaire chez Freud, c'est sa capacité de s'opposer aux élites établies. Il est non conformiste et se dit, bon écoutez, je n'écoute pas les modes, je dis ce que je crois intelligible et donc intelligent. Et il a choisi, avec un courage extraordinaire, une opposition fondamentale à l'establishment de gauche, à l'époque, assez extrémiste, qui a rendu les universités presque infréquentables. Et je trouve cette tendance chez lui, ce courage non conformiste tout à fait exemplaire. C'est pour ça que l'esprit et le style de ses livres m'a beaucoup inspiré, parce que si vous regardez l'évolution de l'Europe, nous avons là une élite, un establishment bruxellois qui dit plus d'Europe et voilà la solution des problèmes. Hein, et nous faisons plus d'Europe depuis maintenant 30 ans et les problèmes n'ont fait qu'augmenter. Ne parlons pas de la monnaie commune, la monnaie unique, ne parlons pas de l'incapacité de mener une politique étrangère à peu près cohérente. Et ces gens-là, à Bruxelles, ne cessent de nous dire qu'il faut encore plus d'Europe, sans préciser ce que c'est. Donc je crois avoir Freud à mon côté. Je ne vais pas l'invoquer en tant que témoin, parce que ce ne sera pas juste et pas pertinent et pas poli. Et j'imagine que ces deux défenseurs, ces élèves, feront ce qu'il faut pour le défendre. Mais face à l'arrogance des élites bruxellois et leur quasi-monopole de dire ce que c'est l'Europe, il faut confronter, je dirais, le déclin, pas peut-être la décadence définitivement, mais le déclin politique de notre continent. Et ça, c'est un véritable défi dans lequel le livre de Freud donne des suggestions pour mettre en cause la pensée établie. Alors on terminera l'émission par les solutions que peut donner Freud. Je voudrais revenir sur les essences que vous évoquiez, notamment le couple économie-politique. C'est souvent deux éléments qu'on oppose, en considérant que l'économie c'est l'argent et donc c'est le matériel, et que la politique au contraire c'est noble. Est-ce qu'il y a une réelle opposition entre les deux? Parce que l'économie ne se réduit pas ni à la monnaie ni aux questions financières. Et est-ce qu'au contraire il ne pourrait pas y avoir une union entre l'économie qui est au sens étymologique
la maison, les normes de la maison, et le politique qui est davantage l'ordre de la cité. Dans la gradation de ces essences, l'économie devenait après. Et après l'essence du politique, il voulait faire l'essence de l'économique. Partant de ce principe, encore une fois, que ce qui était important, c'était le politique. J'insiste là-dessus, c'était le politique, c'est-à-dire quelque chose qui est la vieille idée aristotélicienne, du zone politikon. Il ne faut pas oublier que, et ça on ne l'a pas assez souligné dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que Freud était un penseur libre. Il se présentait comme étant, il voulait penseur libre à l'époque, et c'est ce que j'appelais, ce que j'ai dit, il était anomique, il devient canonique, parce qu'il était un penseur libre. Sur une distinction, j'ai dit la politique et le politique. Pour lui, la politique, c'était de l'ordre de la morale. La morale, c'est le devoir-être, ce que doit être ceci et cela. Donc c'est en fonction de l'esprit du temps, c'est variable, disait-il. Le politique, c'est de l'ordre de l'éthique. Et actuellement, on ne fait pas la distinction entre la morale et le politique. La morale, c'est le devoir-être. Ethos, l'éthique, c'est ce qui est. C'est-à-dire comment ça se structure. Et c'est en ce sens que l'essentiel, c'est le politique. Certaines de ses conséquences, ça va être l'économique, qui est une des conséquences de cette essence. Après, ça sera la religion. Après, ça sera la morale. Après, ça sera la science. Après, ça sera l'art. Voilà la gradation qui était la sienne, dans cette espèce vous voyez, un peu comme ça, de poupée gigogne en quelque sorte. Mais soyons clairs quand même, ce qui est important, c'est en ce sens qu'il était réaliste et que moi je le trouve particulièrement d'actualité, dans la postmodernité. C'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui décrit ce qui est, qui va constater, le mot phénoménologie correspond bien là-dessus, c'est-à-dire on va décrire les phénomènes et que c'est à partir de ces phénomènes qu'on peut, à un moment donné, voir la variabilité de la politique, qui est en train de cesser, la démocratie c'est fini, c'est saturé, mais quelque chose va renaître. Quand il parle de la décadence, il ne faut pas oublier, décadare, il le dit en latin, c'est ce qui tombe. Et que chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Alors c'est à nous de voir ce qu'est cette renaissance. Mais en s'inspirant de ces travaux, on peut voir encore une fois que tombe quelque chose, une certaine conception de l'Europe, une certaine conception de l'économie, etc. Et dans le même temps, on voit à partir de la base, j'ai dit tout à l'heure, omnis potestas a populo, non pas le populisme, ça c'est encore une manière un peu choquante que les élites ont de décrire le peuple sans mauvais en quelque sorte. Non, le peuple c'est le peuple, point c'est tout. Et c'est lui qui fait le fondement, et c'est ça le politique. Ce sont des méprisables, comme dit Hillary Clinton. Oui, pour le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le peuple sent mauvais, un point c'est tout. Et alors que Freud, qui était un homme du peuple d'abord, montrait que c'était ce qui était le fondement du politique. Le politique. Et là-dessus, je pense qu'il était en effet très thomiste ou aristotélicien, ce qui revient à peu près au même, à bien des égards. Ce qui suppose aussi que le peuple ait une éducation à vivre la politique, à participer aussi à la vie de la citoyenneté. Et la question éducative, est-ce que Julien Freud l'a abordé aussi, mais c'est une question qui est fondamentale, de former les gens aussi pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et puis qu'ils puissent avoir une vie de citoyen. Il faisait une nuance, excusez-moi, je vous laisse faire la parole, je vous ai trop parlé, vous ne parlez pas assez. Il faisait une nuance, comme il y a là et le... Oh, vous aussi, vous avez parlé. Non, donc, je plaide pour madame. Il montrait que l'éducation, c'était une manière, en effet, de socialiser, qui était liée à la démocratie. Et il avait une autre idée, je vous y renvoie, c'est les derniers chapitres de l'essence du politique, qui étaient sur l'initiation. L'éducation, j'impose. L'initiation, je fais ressortir. Et voilà, moi je pense qu'il y a... l'éducation renvoie à la politique, l'initiation renvoie aux politiques. Pardon. Je voudrais rajouter quelque chose à propos de ce qui a été dit sur les essences et les antinomies. Toute cette pensée des polarités, en fait, cette pensée des polarités, ami-ennemi, c'est une polarité, manifeste une pensée qui a le sens de la limite. Et ça, c'est très très important aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a largement perdu. Vous en avez parlé à propos de l'Europe, toujours plus d'Europe. L'Europe ne va pas bien, donc il faut encore plus d'Europe. La liberté ne marche pas très bien, donc il faut encore plus de liberté. Et tout est comme ça. L'émancipation pose des problèmes, il faut encore plus d'émancipation. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des limites. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Pas du tout. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, là où je me pose des limites. Et ça, la pensée de Julien Freud est une pensée des limites. Évidemment, pour pouvoir poser des limites,
il faut avoir une structure morale et intellectuelle forte. Parce que si vous nagez dans le néant, vous n'avez plus de limites. Vous saisissez la liberté, puis vous avez de plus en plus de liberté, ou de plus en plus d'Europe. Je pense que ce qui est important chez lui, et ça se voit à travers les polarités, amis-ennemis par exemple, c'est justement cette pensée des limites dont on a besoin aujourd'hui. Vous avez consacré un livre à l'enfance et à l'éducation des enfants. Est-ce que aujourd'hui, un des phénomènes de la démocratie, on a l'impression que les gens sont maintenus dans un système d'enfance perpétuel, où justement l'enfant c'est celui qui n'a aucune limite et qui veut tout. Et le rôle des parents, c'est de lui montrer ses limites et de lui apprendre à dire non et à ne pas tout avoir tout de suite. Et au contraire, la démocratie telle qu'il fonctionne aujourd'hui donne l'impression que chacun est renvoyé à son infantilisation et peut avoir accès à tout. Mais, vous savez, l'individualisme postmoderne fabrique des théories de Narcisse. Or, l'enfant est un narcisse, l'enfant ne pense qu'à lui. C'est bien, on le connaît quand on a éduqué des enfants, on le sait. Pour apprendre à l'enfant à penser aux autres, c'est tout un apprentissage, c'est très compliqué, ça ne vient pas du tout seul, au contraire. Tout seul, l'enfant ne pense qu'à lui. Or, l'adulte d'aujourd'hui, complètement individualisé, est naturellement narcissique. D'où le problème éducatif. Je peux commenter quand même votre question. Vous avez mis en évidence les rapports un peu difficiles entre le politique noble et l'économie moins noble. Je ne suis pas du tout révolté contre cette interrogation, au contraire, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que j'observe depuis des années les propositions de la Banque Centrale Européenne, maintenant sous la direction de Madame Lagarde, qui n'est pas économiste, qui est surtout une experte en communication. Je constate que dans ce marasme d'argumentation macroéconomique, il manque le politique. Et si j'aime beaucoup Julien Freund, c'est parce qu'il m'a appris, avec d'autres, de découvrir le politique dans l'économie. Et de mettre en évidence que lorsqu'on parle d'économie, on applique certaines méthodes quantitatives, dites quantitatives, mais ce n'est pas une renonciation aux politiques, c'est-à-dire à la relation avec le pouvoir. Les macroéconomistes aujourd'hui à la Banque centrale ou dans les grandes universités américaines, non seulement qu'ils parlent tous américain ou anglais, mais ce sont les théologiens de notre époque. Ils livrent des concepts qu'il faut croire. Il ne faut surtout pas les mettre en cause. Et si en plus vous les mettez en cause en disant, écoutez, vous êtes de tel côté, de tel côté, de tel, parce qu'ils produisent leurs opinions, leurs opinions, et leurs expertises en fonction d'intérêts et en fonction d'un certain pouvoir. Alors vous êtes rapidement, méthodologiquement écarté. Donc j'aimerais bien savoir, ou j'aurais bien voulu savoir ce que Julien Freund aurait dit de cette tendance macroéconomique de rendre tous les problèmes neutres, de neutraliser. Parce que c'est une illusion de croire que les statistiques que Mme Lagarde cite, parce qu'elle n'apprend rien par cœur, donc elle est très mal à l'aise avec cette matière, ça se voit dans toutes les conférences qu'elle fait, que c'est neutralisé. La Banque Centrale Européenne discute d'une nouvelle conception pour mesurer l'inflation. Ça, c'est pas un truc complètement quantitatif, parce que mathématique, c'est un choix politique de mener une autre politique monétaire, et donc le résultat auquel on arrive est fonction, autrement, les concepts économiques qu'on produise sont fonction du résultat auquel on aimerait bien arriver, c'est-à-dire faire encore plus d'achats, de créer encore plus d'argent. Voilà, je simplifie un petit peu. Alors sur ce plan-là, la méthodologie de Julien Freund serait le bienvenu. Mais il y a, malheureusement, je dois le dire, d'une façon un peu critique, avec toute courtoisie, un peu de philosophes politiques, peu de politologues qui s'y connaissent en matière monétaire et qui ont de l'ardeur de se battre avec ces épines des équations mathématiques et de déchiffrer, de décoder.
Et si quelqu'un décode, il est mal vu à la Banque Centrale Européenne, ça je peux vous dire, parce que je suis un tel cas. C'est pour cela que je suis un adepte de la méthode de Julien Freund de rendre intelligible ce qui est intelligible et de ne pas se laisser tromper par ce que j'appelle les idéologues macroéconomiques. Alors, on arrive dans la dernière partie de l'émission. Michel Maffezoli évoquait la décadence. On va essayer de remonter la piste qui a été descendue et notamment de voir les solutions ou les atouts que soulignait Julien Freud pour surmonter cette crise du politique. Tocqueville, par exemple, évoquait le fait que le christianisme était le meilleur barrage aux outrages ou aux difficultés de la démocratie. Vous soulignez une des essences qui est la religion. Est-ce que ça peut faire partie des éléments qui permettent justement de redonner la noblesse du politique et de réintégrer un peuple qui a été exclu dans le jeu politique? Moi, je reste encore une fois sur les définitions que donne Freud, puisque c'est ça qui m'avait inspiré à l'époque, qui continue à m'inspirer, etc. Donc j'ai dit là, la politique, c'était de l'ordre du pouvoir. Le politique, c'était de l'ordre de la puissance. Et là, il y a une distinction importante entre le pouvoir qui est variable et la puissance qui est invariable. Et là, je pense qu'en effet, il y a dans la puissance, chez Freud, il y a quelque chose qui renvoie à ce qui est le religieux. Moi, c'est un peu ce qui est mon dada actuellement, de voir qu'il y a ce retour du sacré, peu importe le terme, religieux, c'est encore une fois cette idée de relationnisme. Alors oui, je crois que, n'oublions pas la définition que donne Carl Schmitt, dont Freud s'est inspiré dans la théologie politique. Il dit, dans le fond, les concepts de l'État moderne ne sont que la sécularisation de concepts théologiques. Karl Levitt, un peu après, sur Histoire et Salut, reprend exactement la même chose, en disant que c'est une sécularisation de ce qu'était la théologie qui a donné le politique. Voilà. Et donc moi je pense qu'il y a, après ce moment moderne, qui était un moment encore une fois purement rationnel, pour moi ce qui est pré-moderne et ce qui est post-moderne, c'est pour ça que Freud pour moi me paraît être quelqu'un qui peut nous aider à penser la post-modernité à partir de sa conception de l'essence qui est pré-moderne, eh bien repose sur ce retour du religare, d'être en reliance avec l'autre. Et le sacré est une de ces dimensions-là. Alors là, bien sûr, moi je suis tout à fait en désaccord avec Chantal Delsol, ce qu'elle disait, que l'individualisme, ça c'est un truc moderne, l'individualisme. Ce qui est en jeu actuellement, c'est les communautés, c'est les tribus, c'est mon dada, d'accord, le sien. Moi je crois que ce qui est en jeu actuellement, c'est le retour des tribus. J'avais dit tribus pour être un peu choc. Apparemment, il y a de l'individualisme, de fait, il y a de la communauté. C'est ça le religieux. Les deux ne sont pas contradictoires, c'est parce que les individus s'agrègent en communauté ou en tribu. Non, l'individualité de base, ça c'est ce qui fait que vous avez telle réalité physico-chimique, moi la mienne. Parfois cette individualité de base, suivant l'esprit du temps, va prendre la forme de l'individu, c'est la modernité. Parfois cette individualité de base va prendre la forme de la personne, ça c'est la communauté. Et je pense qu'on est en train de passer de l'individualisme à la personne, de l'enfermement à la communauté. Et les élites modernes ne comprennent pas ça, puisqu'en gros, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, reste sur cette vieille idée du rationalisme, de l'individualisme, etc. L'œuvre de Freud peut nous aider à penser cette communauté. C'est ça, le politique, par opposition à la politique. Alors bien sûr, quand il parle de la décadence, j'ai dit tout à l'heure, c'est un leitmotiv chez lui. Il est nécessaire qu'en fonction d'une époque, une époque c'est une parenthèse, rappelle-t-il. Une parenthèse à s'ouvre, une parenthèse à se ferme. Et tout ce qu'il dit, il n'emploie pas le mot moderne, postmoderne, etc. Mais dans le fond, moi, c'est ce que j'ai retiré de lui, c'est-à-dire que la parenthèse moderne est en train de s'achever, c'est-à-dire l'individualisme, c'est-à-dire le rationalisme, c'est-à-dire le progressisme. Voilà le tripode de la modernité. Et est en train de revenir ce que dans notre progressisme bené et un peu bêta, on avait cru dépasser, la communauté, l'émotionnel, ça c'est Max Weber. C'est un néologisme en allemand que les Français reprennent dans la 5e partie d'économie et société, et ça encore Freud le montre bien, cet émotionnel revient, et ce n'est plus le progressisme, c'est la progressivité, l'enracinement dynamique. Voilà. Chantal Delsol sur la communauté et justement comment... Sur à propos de la décadence, c'est effectivement un livre magnifique que je suis en train de faire republier au CERF parce qu'il était complètement introuvable en France depuis plusieurs années.
Je pense que la notion de décadence est très importante chez Freud, mais c'est une notion qui, à mon avis, est dépassée. Pourquoi? Parce que Freud, il vit à une époque qui est déjà dépassée, parce que les choses vont très vite. Et je crois que ce qui s'est produit dans les années 70-80, c'est véritablement la fin de la chrétienté. Il y avait des coups de butoir depuis la Renaissance, mais là c'est vraiment la fin. Et c'est la fin d'une époque de 15 siècles quand même. Je ne parle pas du christianisme, je parle de la chrétienté. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans une époque de décadence, on n'est pas vraiment dans une époque de décadence, on est dans une époque d'inversion normative. Si vous prenez Moïse qui va dans le désert, il demande à ses troupes de considérer comme sacré ce qui était infâme et comme infâme ce qui était sacré. Il a des problèmes, parce que dès qu'il tourne le dos, on refait des idoles, etc. Vous connaissez l'histoire comme moi. Eh bien aujourd'hui c'est ça. Tout ce qui était infâme est devenu sacré, et tout ce qui était sacré est devenu infâme. Il y a une forme d'inversion normative comme on n'en a pas vu depuis, peut-être même depuis Moïse. Et je ne pense pas que ça soit un phénomène de décadence, un phénomène d'inversion. Alors après, on peut épiloguer pour savoir si on est d'accord, si on trouve ça bien, ce qui va arriver après, etc. Mais c'est quand même comme ça. Je pense que la notion de décadence n'a plus de sens devant ça. Et comment est-ce que vous voyez une société qui est dans cette inversion des normes? Est-ce qu'elle peut créer autre chose, créer différemment, survivre? Elle est en train de se créer d'autres religions, comme l'écologie. L'écologie est une religion. Aujourd'hui, la morale est en train de devenir une religion. Vous avez des très grands auteurs chinois comme Yan Shuming, qui est un très grand auteur chinois d'aujourd'hui, qui dit « Nous, en Chine, c'est notre morale qui sert de religion ». Eh bien, c'est ce qui est en train de nous arriver, à mon avis. Notre morale est en train de nous servir de religion. Ce que j'ai appelé l'humanitarisme, on pourrait l'appeler autrement. L'écologie est en train de devenir une religion. Certains écologistes sont, je dirais, cosmothéistes. Je dirais même pas panthéistes, parce que le pan, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais disons cosmothéistes. Hein. Bon, il y a un certain nombre de... Il y a du sacré qui est en train de renaître, et Michel a travaillé là-dessus hein, aussi. Donc, il y a de nouvelles normes qui ressurgissent. Ce qui est surprenant, c'est aussi, enfin surprenant peut-être pas d'ailleurs, mais c'est la violence de la société et notamment la disparition de l'espace privé. On a l'impression que tout devient public, que l'État contrôle les enfants, l'éducation. Là actuellement, on impose un nombre de personnes maximum dans les réunions de famille. Donc cette distinction quand même très ancienne, antique, entre le public et le privé est en train de s'effacer et tout est public d'abord parce qu'on peut tout dire très facilement, et que l'espace privé semble se réduire à la portion la plus restreinte. C'est ce que j'essayais de dire en parlant. Moi, un de mes dadas depuis de longues années, c'est la fin de l'individualisme, dont l'espace privé est la forme achevée. Il y a une expression de la morale bourgeoise au XIXe siècle, le mur de la vie privée. Derrière le mur de la vie privée, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Après, dès qu'on était dans le public, justement, il fallait savoir se tenir, etc. Moi, je pense qu'il y a actuellement le retour, au contraire, de cet espace public, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est la fin de l'individualisme. La formule cartésienne, je vous prie de m'excuser, c'est cogito ergo sum in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et on voit bien comment cette forteresse, les jeunes générations répondent tout simplement « je m'éclate ». Donc dans cet éclatement, il y a quelque chose qui dépasse la forteresse de l'esprit. Alors c'est l'éclatement festif. Alors actuellement, il y a une stratégie de la peur qui tente à enfermer encore. Hein, dans la pseudo-pandémie actuelle, c'est une dernière manière d'essayer de sauver les valeurs modernes. Individualisme, rationalisme, etc. Derrière ces masques ridicules, on a la danse macabre, je dirais, hein, le bal masqué à la danse macabre. C'est ça qui va caractériser notre société. Moi, je pense qu'il va y avoir retour de la communauté. C'est ça que j'appelle, moi, l'ère des soulèvements. Et là, de ce point de vue, encore, Freud peut nous aider à penser, justement, ce retour de la communauté, c'est-à-dire le retour en quelque sorte, au-delà de l'espace privé, de ce qui était le bel idéal démocratique, c'est-à-dire en effet le vivre ensemble, sous ces diverses modulations, et c'est ça l'essence du politique. Revenons à cette expression, l'essence du politique, quand il définit l'essence, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'acéité, c'est-à-dire revenir à la notion même. C'est là où il est thomiste. Mais monsieur, avant de revenir à la bonne communauté, comme l'indique dans cet essai Freud, à juste titre, il faut quand même livrer certains combats
parce que vous avez évoqué le problème du manque de représentativité de nos démocraties. Ça coïncide avec l'émergence d'oligarchies. Et Bruxelles et je dirais l'usurpation de l'idée européenne par une oligarchie qui n'est pas démocratiquement légitime. Et quand même bruxelloise, elle va subir le même sort que toutes les élites. Oui, mais ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Il va y avoir, je n'ai pas répondu sur la fin, il va y avoir de la violence. Ça va saigner. Voilà, ça c'est certain. Ça va saigner tout simplement parce que cette violence que l'on avait voulu évacuer, c'est ça le progrès, hein, l'hygiénisme qui fait que dans le fond nos sociétés étaient comparées à en fait quand on rentre dans un hôpital, on va se faire soigner un bras cassé, on sort avec une maladie nosocomiale. C'est un peu ce qui nous arrive contemporainement. Mais à côté de cela, moi je pense qu'il y a retour de la violence. Encore une fois, l'œuvre de Freud peut nous aider à penser la violence. Moi je dis, les sociétés équilibrées sont les sociétés qui arrivent à ritualiser, à homéopathiser la violence, qui arrivent à ritualiser la mort. Hein, la bonne mort dans la religion catholique était... Vous allez vous approcher... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Essai sur la violence banale et fondatrice ». Oui, je vais le lire, je vous promets. Il a été préfacé par Freud. Essai sur la violence banale et fondatrice. Je prête un serment solennel de le lire aussitôt que j'ai quitté cette discussion. Simplement, là, je vous sens quand même dans un voisinage un peu surprenant avec les prédicateurs islamiques de la violence. La violence en tant que telle, absolument pas souhaitable. Sur ce continent européen, avec ces vieux pays qui ont vu des guerres fratricides, qui ont coûté la vie de tant de personnes, prêcher la violence. Non, je vous interdis de me comparer Non, vous avez tout à fait le droit de m'interdire cette comparaison. Je veux simplement vous avertir de c'est un malentendu qui peut se glisser dans votre argumentation. La violence, je suis d'accord avec vous. Oui. On peut devenir violent lorsqu'on voit l'audace du président de la République de proposer à Bruxelles une commissaire, Madame Goulard, qui en tant que ministre a dû démissionner en promettant d'apporter les preuves de sa probité. Bon, moi j'ai dit la violence. Pour une fois, les députés ont dit. J'ai dit la violence, j'ai dit il faut savoir homéopathiser la violence, la ritualiser. Les sociétés équilibrées sont celles qui ont su intégrer Pan. Si on refusait Pan foutait la panique dans la ville. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a panique quand justement on ne sait pas intégrer le dieu Pan. Et nos sociétés modernes ont refusé le dieu Pan. Pour moi c'est mon petit dieu chéri, c'est Dionysos. Qui est une manière en quelque sorte, je dis bien, d'homéopathiser, de ritualiser la violence et la mort. Quand le refus de la mort fait que la mort devient souveraine. C'est ce qui est en gestation actuellement. Alors que les sociétés équilibrées ont su intégrer la mort, ont su intégrer la violence, je répète, ritualiser. Et c'est pareil pour le sacré. Est-ce qu'il y a d'autres points chez Freud, parce que le titre Europe décadente nous incite quand même à réfléchir sur le destin de notre continent. Et comme même des populations qui sont un peu moins instruites que vous, sentent quand même et trouvent palpable un certain déclin à Bruxelles, avec des propositions de plus en plus gigantesques de création monétaire et de lancement d'emprunts, alors qu'il y a un phénomène d'oligarchie peu représentatif. Et un des germes de la décadence également des démocraties, c'est les oligarchies. Oui, et je me permets de faire une remarque encore plus... Autant la bureaucratie va subir son déclin, autant soyez attentifs à ce que sont les bourses Erasmus. C'est-à-dire actuellement le fait, je dis Erasmus, c'est important, je veux dire la circulation de ces jeunes où les amours, les amitiés sont en train de se créer. Donc moi c'est cela que j'appelle la puissance. Le pouvoir en effet de Bruxelles va cesser. La puissance venue du bas, celle de ces jeunes générations qui circulent dans l'Europe, c'est ça qu'il faut regarder. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir proposé cet échange autour de Julien Freud et de cette essence du politique. Je remercie également Jean-Paul Mongin de nous avoir accueillis dans sa librairie des Petits Platons, à quelques pas de la place du Panthéon et de la Sorbonne. Donc vous pouvez aussi venir y faire un tour pour découvrir toute une collection d'ouvrages qui permettent d'expliquer la philosophie aux enfants. Vous retrouverez également sur le site de Conflit l'ensemble des références de nos auteurs avec leurs ouvrages récemment parus. Et puis, vous avez actuellement en kiosque notre numéro consacré à la géopolitique de l'alimentation et un hors-série spécial consacré au programme du baccalauréat de géopolitique pour les lycéens, certes, mais aussi pour les étudiants ou pour tous ceux qui s'intéressent plus largement aux questions de géopolitique.
Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission de Fenêtre sur le monde.